Bonjour à tout le monde pour ce deuxième épisode de notre CTI Week. Après notre premier épisode qui a lieu hier, qui synthétisait plutôt notre vision globale de la menace en 2022. Aujourd'hui, donc, c'est le deuxième épisode avec un focus particulier sur le secteur de la santé. Donc, pas de panique, hein, s'il y en a qui n'étaient pas là hier et qui souhaitaient le voir, vous aurez accès aussi au replay. Et puis, pareil, vous aurez aussi accès au replay de ce même webinaire. Et petit point aussi, vous verrez normalement en haut, vous avez un petit nuage qui vous permet de télécharger la présentation de ce webinaire. Donc, si vous avez envie de récupérer les slides, vous pouvez déjà le faire. Donc, je vous souhaite une bienvenue. Et donc, pour vous présenter un peu avec qui j'ai l'honneur de pouvoir co-animer ce webinaire, nous avons donc chez Advance Fabien Cossé, qui est le responsable de la CTI, donc de la veille en vulnérabilité et en menace chez Advance. On a la chance aussi d'avoir monsieur Pascal Forcioli, le directeur général du centre hospitalier de Georges Mazurel, qui va intervenir dans le cadre de ce webinaire. Et ça, c'est une grande chance parce que M. Forcioli a lui-même vécu des moments cyber, on va dire, assez compliqués. Donc, il nous partagera son expérience. Mais surtout, en tant que directeur d'hôpital, il aura un discours finalement de comment, d'un point de vue opérationnel, au quotidien, dans la gestion d'un hôpital, la cyber est à prendre en compte. Et finalement, qu'est-ce qu'il attend aussi des RSSI et comment les décisions sont prises. Donc, voilà, une intervention vraiment, on a beaucoup de chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et moi-même, donc Guillaume Giorapci, moi je suis le responsable de la stratégie du marketing de nos services managés chez Advance, le SOC, notre offre qui s'appelle MySOC. Donc le but de notre présentation aujourd'hui, ça va être de vous donner un peu un retour de l'année 2022 pour le secteur de la santé, sur finalement un peu qu'est-ce qui s'est passé en termes de menaces, en termes de type d'attaque, comprendre un peu quels été finalement les moyens les plus utilisés essentiellement par la cybercriminalité, et puis vous donner quelques pistes un peu de recommandations sur comment préparer l'année 2023. Alors, si on reprend un peu les faits en 2021 et qu'on regarde déjà un peu ce qui s'était passé il y a 18 mois, on se rend compte qu'effectivement, le secteur de la santé était quand même particulièrement touché, avec une croissance quand même relativement importante finalement des signalements de type d'attaque. Et on voit essentiellement un focus très fort sur les établissements de santé et essentiellement l'hôpital public. Effectivement, on va taper là où ça fait potentiellement le plus mal, là où les moyens sont potentiellement les plus difficiles à mettre en œuvre. Donc effectivement, les analyses, les retours qu'on avait un peu en 2021 étaient assez négatives, avec un grand nombre d'attaques finalement qui étaient mises en avant. Si on regarde 2022, on se dit c'est peut-être un bon cru. Effectivement, parce que si on prend la masse du marché français et qu'on regarde l'ensemble des articles qui ont été publiés en début d'année dans les différents médias, et puis surtout si on regarde les retours que nous font par exemple l'ANSSI ou le parquet de Paris, on voit au global une baisse de à peu près 50% des incidents déclarés sur tous les secteurs. Et notamment une baisse relativement importante des attaques ransomware réussies, une baisse aussi des paiements de rançon. Donc, on a, a priori, en 2022, une année qui est plutôt positive. Malheureusement, quand on le met un peu en perspective, quand on regarde un peu le détail finalement de cette année 2022, c'est peut-être pas un si bon cru que ça. Déjà, le premier point, c'est que cette baisse finalement des incidents en 2022, en fait, elle reste à un niveau qui est extrêmement élevé, parce qu'elle est quasiment toujours 2 fois supérieure à celle de 2019. Et puis, surtout, quand on regarde les dépenses en investissement sur le marché, on est en moyenne en France une augmentation de 15% des dépenses en cyber. Donc, ça passe par effectivement l'installation d'un certain nombre d'outils, que ce soit des EDR, la généralisation du MFA, des solutions de protection des identités. Donc, 15% par an sur les 7 dernières années,
ça fait une multiplication du budget x3, globalement, en 7 ans. Donc, si on se dit qu'on est quand même à x2 par rapport à 2019 dans les attaques réussies avec un budget de x3, on peut quand même se poser des questions en termes d'efficacité de la réponse. Et puis, particulièrement en 2022, toujours quand on regarde les sources de l'ANSSI, si sur le marché, on a une baisse à peu près de 50%, on a 2 secteurs, le secteur de la santé et le secteur des administrations publiques qui, eux, ont plutôt vu une augmentation extrêmement significative des incidents de sécurité. Donc, dans le monde de la santé, on est à plus 43%, et dans le monde des administrations publiques, à plus 27%. Et en fait, ça, quand on regarde finalement l'analyse globale de la menace de 2022, c'est ce qu'on a vu dans le webinaire hier et qu'on vous montrera aussi dans notre rapport annuel sur la menace qu'on publiera en fin de semaine, c'est qu'en fait, la menace a un peu changé finalement de nature et va vraiment rechercher l'efficacité maximum. Ils vont vraiment aller attaquer là où finalement la probabilité de réussite d'une attaque sera la plus forte. Et malheureusement, le secteur de la santé, les administrations publiques, pour tout un certain nombre de raisons, notamment budgétaires, a vu une concentration finalement des attaques et notamment des attaques réussies. Quand on se focalise sur le secteur de la santé, une des raisons aussi qui fait qu'au-delà du côté budgétaire, finalement, il y a un focus relativement fort, c'est que la nature même des vecteurs de compromission ou d'attaque est presque plus élevée finalement que dans un certain nombre de secteurs, on va dire, plus dotés dans le secteur privé. C'est que déjà, les établissements de santé, en gros, ce sont des établissements qui s'adressent à l'ensemble des publics d'un pays. Donc déjà, on touche tout le monde. C'est un service qui, par définition, est en 24/7, donc la moindre disruption a des effets relativement importants. Et surtout, et là on reviendra dessus, c'est surtout que les portes d'entrée sont relativement importantes, parce qu'effectivement, dans l'outillage de ces établissements, dans le monde de la santé, on a 3 éléments distincts qui chacun offre une porte d'entrée différente. On a, comme dans toutes les entreprises, la partie dite IT ou l'informatique de gestion, les postes de travail, la bureautique, les mails, l'accès à Internet, etc., relativement classique. On a tout le biomédical connecté, les scanners, les IRM, l'ensemble finalement des différentes pompes qu'on peut avoir de connectées qui, malheureusement, ne sont pas pensées avec la sécurité forcément by design, comme on dit, et qui sont de plus en plus des portes d'entrée. On y reviendra dessus pendant le webinaire. Et puis, on a aussi toute une partie de logistique et d'immobilier connecté, la partie dite OT ou industrielle d'une certaine manière, dont on voit que ça devient finalement des angles de plus en plus exploités dans les différentes attaques, dans le monde de la santé, mais aussi dans le monde privé. Et je me permets de faire une petite parenthèse pour ceux qui ne sont pas inscrits. Jeudi, on a notre dernier webinaire qui fera un focus particulier sur ces environnements outils. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous connecter jeudi. Sur ce, en ayant posé un petit peu finalement le contexte dans lequel on est, je vais donner la main à Fabien, donc le responsable de notre veille chez Advance, pour faire un peu le retour de l'année 2022. Merci Guillaume. Bonjour à toutes et à tous. Donc, spécial CTI Week en effet sur le secteur de la santé, et vous remontez un peu ce que nous avons pu constater durant l'année 2022 au sein du CERT Advance. Déjà quelques métriques, on va remettre un peu de métriques en place. 2022, c'est quand même une dizaine, 13 cyberattaques qui ont été rendues publiques contre des organismes de santé. Sur ces 13 attaques, c'est quand même 6 attaques qui ont eu lieu entre fin de l'année 2022, octobre-novembre, et qui concernaient uniquement des attaques de type rançongiciel, donc ransomware. Et d'ailleurs, les différents groupes d'attaquants qui ont été identifiés lors de ces différentes attaques sur les établissements de santé étaient 3 groupes distincts qui étaient Vice Society, Logbit et Industrial Spy. Donc in fine, c'était 8 centres hospitaliers qui ont été malheureusement victimes de ces attaques en 2022.
Alors, un petit focus sur voir comment un peu les différents, groupes d'attaquants ont procédé pour mener ces attaques, hein, concrètement. Alors, une attaque, bien évidemment, l'attaquant va rentrer dans le système, il va mener sa première vague d'attaque et comment il va se faire? Bah, en fait, ses vecteurs initiaux, il ne peut y en avoir plusieurs. Bah, notamment, l'une des premières qu'il utilise généralement, un groupe d'attaquants, bah, ça va être l'exploitation de vulnérabilité. Il se base bien évidemment sur les équipements qui sont en périphérie, qui sont en exposé, sur internet, de l'établissement, qu'il va viser et les vulnérabilités les plus exploitées qui ont été constatées, c'était notamment sur les domaines des pare-feux VPN, des vulnérabilités, des éditeurs de type Fortinet qui étaient les plus impactés. De même, ça va de soi, il y avait aussi d'autres types de vulnérabilités qui ont été, utilisées, par les attaquants, notamment ce qu'on appelle dans les services courants. Alors on pense notamment dans tout ce qui est au serveur Exchange avec la vulnérabilité Proxy Shell. Tout ce qui concerne bien évidemment les systèmes d'exploitation, et on a constaté l'exploitation du Prime Nightmare et Petit Potam. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des exploitations de vulnérabilités qui ne datent pas que de 2022, qui sont encore antérieures, donc qui démontrent bien l'importance de maintenir à jour en fait son parc et notamment ses équipements qui sont en exposition, sur internet. Et l'autre exploitation de vulnérabilité qu'on a régulièrement rencontrée aussi, c'est bien évidemment, l'utilisation, contre les librairies usuelles. Donc on pense notamment aux services aux sites internet qui peuvent utiliser du Log4j ou du Spring pour leur fonctionnement et du coup fréquemment les Log4Shell et les Spring4Shell donc ont été exploités. Donc Log4Shell de souvenir, c'est fin 2021, donc vous voyez de même, c'était encore des anciennes vulnérabilités qui sont quotidiennement utilisées pour rentrer, sur l'infrastructure, visée. Élément aussi qu'on a fréquemment rencontré, c'est que la compromission de l'infrastructure s'est fait via un prestataire. Alors, prestataire via un VPN prestataire, comment ça s'est passé? Bah, 2 possibilités. C'est soit, en fait, le prestataire a été victime d'une cyberattaque et par conséquent, il a rebondi, sur l'infrastructure, de notamment d'hôpitaux. Ou sinon, et chose très récurrente quand même, c'est que, le prestataire a fait l'objet d'une ancienne attaque et les données qui ont été extraites, qui ont été volées lors de ces attaques au préalable, ont été revendues au marché noir, sur le dark web, hein. Et l'attaquant, bah, il va pas non plus s'embêter à engager, du temps, de l'énergie, de l'argent, pour essayer d'attaquer en frontal, sa cible. S'il peut avoir déjà des éléments pour pénétrer sur l'infrastructure, via des données qui sont déjà volées, des logins mots de passe qui sont déjà disponibles ou des configurations déjà disponibles, bah, in fine, il va utiliser ce biais-là. Il va gagner du temps, il pourra consacrer plus de temps en fait à à modéliser son attaque, dans le réseau et comment il va pouvoir en fait, s'intégrer, dans le dispositif pour, pouvoir se latéraliser comme on dit. Et bien sûr, il y a aussi, un autre biais, qui est les campagnes de phishing. Alors sur les établissements de santé, ils sont souvent visés, mais les différents cas sur lesquels nous sommes intervenus, c'était plus sur les 2 premiers périmètres, l'exploitation de vulnérabilités et les compromissions de prestataires qui étaient à l'origine des vecteurs initiaux. Mais il ne faut pas non plus négliger, hein, quand même cette partie campagne de phishing, les attaquants sont tout aussi ingénieux pour, essayer d'être de plus en plus, réalistes dans leurs campagnes. Alors différents biais, hein, soit dans leur campagne de phishing où vous avez une pièce jointe qui est embarquée et qui a finalité, de télécharger un 1er malware qui pourra après, par la suite télécharger, la suite de l'outillage de l'attaquant et notamment ce type de on va dire primo malware, sont aussi disponibles sur le marché noir. Donc il y a beaucoup ce qu'on appelle les malware as a service, un écosystème sur le dark web où certains, malwares sont déjà disponibles avec leur infrastructure et l'attaquant n'a plus qu'à personnaliser en fait, son attaque. Donc c'est ce qui lui permet d'industrialiser pour le moindre coût son attaque. Donc du coup, on peut avoir dans ces campagnes de phishing soit une pièce embarquée qui peut être de type, Word, voilà Office,
PDF, mais il peut être aussi de différents autres formats, hein. On a vu des fichiers en LNK, en ISO et en ce moment, depuis janvier, on constate une recrudescence de l'emploi des pieds joints de type OneNote pour déployer du malware. Pourquoi plutôt du OneNote? Parce que comme vous devez le savoir, en 2022, Microsoft a fait une grosse campagne de désactivation d'exécution automatique de macros sur les pièces jointes et les attaquants ont une facilité à s'adapter aux correctifs ou du moins aux contre-mesures qui sont mises en place par les différents éditeurs ou même par ces cibles pour pouvoir contourner ces systèmes et pouvoir arriver à ces fins. Autre mode opératoire du coup qu'on a aussi constaté, donc on va dire l'attaquant, il a réussi à entrer dans le système visé, soit par une des 3 actions que je viens de vous citer. Qu'est-ce qu'il va faire? En fait, concrètement, un attaquant, il va mener une reconnaissance afin de pouvoir savoir ce qui se passe autour de lui et notamment, à terme, se latéraliser pour compromettre le maximum de postes ou de serveurs. Mais pour ce faire, il va falloir qu'il mène des actions. Alors, il y a encore quelques années, les attaquants, ils aimaient bien déployer plein d'outils pour mener ces différentes opérations, mais ces types d'outils, en fait, désormais sont connus par l'écosystème cyber et du coup, les différents systèmes de dispositifs de sécurité qui peuvent être déployés sur les infrastructures peuvent les détecter. Bah, les attaquants, en fait, ils ont dit: «Pourquoi je vais m'embêter à développer un outil ou acheter un outil?» sachant qu'en fait, par défaut, sur un système sur une infrastructure, il y a une forte chance que je tombe sur du Microsoft. Bah, je peux utiliser, en fait, des outils déjà, légitimes et déjà en place sur l'infrastructure pour faire mes reconnaissances et de facto, il va utiliser notamment, voilà, il va utiliser du PowerShell, du WMIC ou des petits scripts bash ou PowerShell qu'il va utiliser pour faire sa partie reconnaissance. Alors ils font ça de manière assez insidieuse, c'est qu'ils vont pas le faire ça de manière massive, ils vont le faire de manière édulcorée sur divers postes en même temps. Donc ils essayent d'être toujours sous le radar avec l'utilisation d'outils légitimes pour pouvoir, mener leur campagne d'attaque. D'où l'importance et c'est ce qui est un peu on en reviendra juste après, mais un peu la difficulté pour les équipes de sécurité pardon, de définir en fait, qu'est-ce qui est légitime ou pas légitime sur les différentes des actions d'administration qui peut être constatées. Autre constat, c'est que, l'attaquant pour pouvoir déployer d'autres logiciels, d'autres maliciels ou, pour garantir aussi une certaine persistance sur le réseau, bah, il va aussi utiliser l'infrastructure qui est en place notamment en déployant des GPO. Bon, s'il déploie déjà GPO, c'est qu'il a pris la main notamment sur la partie, de l'Active Directory et c'est déjà mal parti, on va dire concrètement. Mais, via GPO, mais aussi en utilisant les serveurs SCCM pour déployer en fait ces malwares et c'est des modes opératoires que nous constatons de manière régulière. Concernant les emplacements de malware, ça, c'est un grand débat et c'est un grand sujet. C'est qu'on sait que les attaquants, ils aiment bien se positionner, notamment dans l'environnement de l'utilisateur. Alors tout bêtement, il va souvent mettre des exécutables ou des librairies, notamment, dans les dossiers, de téléchargement, dossiers musique de l'utilisateur, mais aussi il va rester sur les dossiers, temporaires, le ctemp, légitime, de Windows où Windows, par défaut, va déposer, de manière temporaire, des fichiers dits binaires ou des DLL pour pouvoir exécuter certains programmes et du coup l'attaquant va se fondre dans la masse pour essayer d'être le moins visible possible. Concernant alors donc là, on a vu un peu le panorama, l'attaquant, il a réussi à rentrer, par son point d'entrée, son vecteur initial. Il a réussi, par le biais, soit de techniques, déjà d'outils légitimes disponibles sur le réseau sur l'infrastructure ou d'outils qu'il aurait potentiellement, déployés. Autre élément que j'ai pas précisé, pardon, c'est qu'un autre constat, c'est que c'est l'utilisation récurrent aussi, d'outils RMM, donc les d'outils d'administration à distance qui sont utilisés par les attaquants pour pouvoir garantir une persistance, sur les différents, serveurs ou du moins postes, compromis, mais aussi ça leur permet, de cacher certaines fois leur activité. Et du coup, in fine, ça va de soi, c'est que notamment dans le cas des groupes de ransomware, c'est qu'ils vont ou même de la cybercriminalité de manière générale, hein, le gain pour eux, c'est la data. Ils vont exfiltrer cette information
Et de manière assez fréquente, si je me tromperai pas si je dis à plus de 90, c'est que généralement, c'est les plateformes de partage et notamment la plateforme média qui est fréquemment utilisée pour procéder à cette exfiltration à destination pour exfiltrer les informations. Alors bien évidemment, vous vous doutez bien que l'attaquant, il va pas faire une exfiltration massive d'un seul coup parce que si le flux réseau est bien monitoré, bah, ça va vite se voir et ça va être vite détectable. Donc c'est généralement sous radar qui va effectuer ces types d'exfiltration. Je l'ai indiqué un peu auparavant, en fait, un attaquant, il a forcément des cibles prioritaires sur son infrastructure. Qui quels sont-ils? Bien, quelles sont-elles, pardon, parce que c'est une cible. Bah, primo, c'est l'Active Directory, hein. Il faut bien comprendre que dès lors que l'Active Directory est compromis par un attaquant, c'est le Graal, hein, pour un attaquant. Il a la main mise sur l'ensemble de l'infrastructure et du coup, vous savez que, bah, c'est d'une certaine manière, c'est fini. Les autres éléments aussi qu'ils cherchent absolument, ils ont cherché les groupes de ransomware, c'est chiffrer les serveurs virtualisés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, hein, question de coût, question de technologie, une bonne partie des services et des serveurs sont virtualisés. Et si l'attaquant arrive à virtualiser l'ensemble d'un ESX, bah, il sait que, bah, potentiellement, il va faire très mal sur l'impact opérationnel de sa cible et que de facto, comme vous le savez, les groupes de ransomware maintenant utilisent la triple extorsion, ils pourront faire pression sur la victime pour leur demander de payer et de revenir à un impact opérationnel. L'autre étape qui recherche les attaquants, c'est les serveurs de sauvegarde. Pourquoi? Parce qu'il veut être certain que la victime ne soit pas en mesure de faire une reprise d'activité et lorsqu'ils détectent qu'il y a en effet un serveur de sauvegarde, ils vont tout mettre en œuvre pour le rendre inopérant en le chiffrant ou en détruisant le contenu du disque. De même, le délai avant chiffrement et c'est un constat qu'on a fait, il varie, mais avant que l'attaquant procède à cette étape de chiffrement dans la partie ransomware, hein, après qu'il ait exfiltré les informations, bah, ça peut durer entre quelques heures à plusieurs semaines. Donc l'attaquant notamment, c'est vraiment le cas, hein, dans des grosses infrastructures où c'est un peu un gros maillage. L'attaquant va prendre son temps, en fait, de pouvoir voir s'il a pu atteindre ses objectifs sur notamment les cibles essentielles, les cibles d'intérêt, sachant que ce seront des cibles sur lesquelles il pourra faire pression auprès de la victime, notamment pour une demande de rançon. Donc voilà, le constat, on va dire, certes, je vous donne une fourchette assez large, mais c'est ce qu'on a vu, hein. Ça peut être entre quelques heures à quelques semaines, malheureusement, sur la présence de l'attaquant sur l'infrastructure. Autre élément, et ça, c'est de manière très récurrent et ce qui est extrêmement embêtant pour nous, les équipes notamment des CSIRT qui interviennent, hein, les équipes d'incidents à réponse, hein, c'est que l'attaquant va essayer au maximum de supprimer ses traces. Il va supprimer de quelle manière? Bah, il va essayer de supprimer le maximum des journaux d'activité, les rendre inopé du moins soit de les détruire ou même de les chiffrer parfois, pour les rendre inopérants et dans le sens où on va empêcher tous les équipes de réponse incident de faire l'activité, de redéfinir toute l'activité, la timeline de l'attaque et indiquer: «OK, bah, l'attaquant est arrivé par telle porte, il a utilisé tel type de vulnérabilité ou il est rentré par un compte d'un prestataire légitime et après il a pu se latéraliser de telle ou telle manière». Voilà, vraiment refaire le mode opératoire pour avoir une compréhension générale de l'attaque et bah, les attaquants mettent un point d'honneur à rendre ce travail extrêmement compliqué pour les équipes. Comme l'indiquait tout à l'heure, bien évidemment, Guillaume, le biomédical connecté est une porte d'entrée dans des établissements de santé. Il y a une statistique qui a été donnée fin d'année 2022, c'est que dans le monde, hein, plus de 53 des équipements et IoT médicaux sont vulnérables. Vulnérables physiquement et logiciellement. Vulnérables pourquoi? Parce que
au début, comme beaucoup d'éditeurs, hein, ces équipements a été fabriqués, ont été conçus d'une manière au plutôt, on va dire, métier opérationnel, sans ce prisme-là de sécurité. Et aujourd'hui, on en paye un peu les conséquences. Et du coup, ça reste en effet des portes d'entrée. Je sais qu'au sein de nous, au sein du CERT Advance de souvenirs, nous avons, publié une quinzaine, pour un de nos clients, une quinzaine de vulnérabilités sur des équipements spécifiques, de santé, tels que des pompes à insuline, ou d'autres, mais qui peuvent bien évidemment avoir des conséquences assez dramatiques, si, ces types d'équipements sont inopérants. Alors, l'autre élément aussi qu'on constate, c'est que généralement ces types de matériels ne sont pas cloisonnés au sein du réseau de l'infrastructure des établissements de santé, ce qui rend ce qui facilite un peu l'attaque, qui donne un peu la porte d'entrée, le champ libre à des attaquants pour pouvoir atteindre, et exploiter certaines des vulnérabilités de ces équipements. Et comme je venais de vous le dire auparavant, mais généralement ces types d'équipements ont des absences de maintien en conditions de sécurité, ce qui ne facilite pas, les éléments. Alors à titre d'information, il y a notamment, si vous voulez suivre un peu, les différentes vulnérabilités de ces types, de matériel, hein, il y a le CISA qui est l'agence, américaine, hein, qui est un peu l'homologue de l'ANSSI, aux États-Unis, qui, tiennent une veille extrêmement, assidue sur les équipements médicaux parce que au même titre que la France, hein, les États-Unis, sont une des cibles principales, des groupes d'attaquants de type ransomware. Et du coup, cet organisme, référence, de manière régulière, les équipements, médicaux qui sont vulnérables à soit physiquement ou logiciel, hein, sur telle vulnérabilité. Donc c'est une veille qui, si vous désirez, hein, c'est CISA, sur le site du CISA, vous pourrez faire une veille sur ces types d'équipements. Petit focus, on voulait vous faire ce focus au niveau du CERT sur l'EDR, parce que l'EDR, en effet, c'est un dispositif essentiel, d'une défense en profondeur. Ce n'est pas la seule, il faut être très conscient de cela. Une défense en profondeur, c'est un conglomérat d'effets. Il y a la partie gestion des vulnérabilités qui est extrêmement importante, la partie en effet dispositif de sécurité, le côté analyse de risque pour savoir qui a son importance au niveau organisationnel aussi. Donc voilà, l'EDR fait partie prenante de ce dispositif. Toutefois, c'est pas parce que vous avez un EDR installé que vous êtes 100 sécure et que rien va vous arriver. Non, non, loin de là, il faut être conscient de cela. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans des attaques, en fait, souvent on nous dit: «Bah, attendez, je comprends pas, j'étais victime et j'avais des EDR, ça et rien n'a réagi, je comprends pas là». Pourquoi? Mais en fait, il y a différents biais. Le premier, c'est que peut-être que l'EDR n'a certes pas détecté l'attaque parce que l'attaquant a exploité en fait des techniques, qui détournent en fait des fonctionnalités du système d'exploitation et que par défaut, l'EDR l'estime légitime, mais in fine, c'était un contournement d'attaque et que l'attaquant a été en mesure de pouvoir, un peu masquer son activité. Alors je pense notamment, pour pas rentrer dans la partie technique, mais tout ce qui est, détournement de hooking, les callbacks, voilà. Ils utilisent ces types-là, pour pouvoir, contourner les EDR. Alors des fois ça passe, des fois ça passe pas, parce que, l'attaquant, il a eu des gros doigts ou du moins a mal paramétré son attaque, du coup il va être détecté, mais si c'est bien réalisé, parfois l'EDR peut être contourné. Autre élément et on met un accent extrêmement sur ce point-là parce que pour nous, c'est primordial. La liste d'exclusion, vous savez, en fait, un EDR, quand vous le déployez, vous pouvez dire: «Bah, voilà, je veux pas que l'EDR, fasse son travail sur ce périmètre-là, sur cette arborescence-là, sur ces dossiers-là, parce que c'est un dossier métier, parce que c'est l'environnement, de telle organisation et je veux pas que ça soit surveillé». Et par contre, si on reste de manière assez, comment dire? Pas légitime, mais faciliter, une certaine manière de faciliter, on va vouloir, exclure beaucoup de choses. Mais attention, le fait exclure des dossiers, à un moment donné où votre périmètre de surveillance va se restreindre, de facto et l'attaquant, comme je vous le citais au préalable, il va se positionner dans certains types de dossiers qui potentiellement ne sera plus
surveillé et par conséquent, l'attaque ne sera pas détectée par l'EDR parce qu'il ne se retrouvera plus dans son champ dans son périmètre d'action. Et enfin, bien évidemment, il faut bien garder en tête, à l'esprit qu'un EDR, ça reste un composant logiciel et qu'à ce titre, il doit être maintenu, il doit être mis à jour, régulièrement, pour que, s'il y a des failles des failles sur ce composant-là, qu'un attaquant ne l'exploite pas. Donc ça, c'est primordial que les EDR soient maintenus à jour au même titre que les équipements, qui sont en frontal ou exposés sur internet. Petit feedback d'ailleurs sur, du coup, nos équipes CISOR du CERT, hein, qui sont intervenues sur divers incidents. Alors, il faut savoir que déjà, lorsqu'un CISORT intervient, il y a 2 types d'interventions. C'est ce qu'on appelle les larges périmètres, les ILP, ou les périmètres plus restreints, les IPR. Quelle est la différence? C'est que, généralement, un IPR, on va juste faire une analyse sur un serveur parce qu'on nous demande juste sur ce bout de périmètre de faire une analyse, de réponse incident, ou lorsque c'est tout l'infrastructure, d'un établissement de santé, là, on se retrouve sur un large périmètre. Il faut être bien conscient que selon le type d'incidence sur lequel on va être engagé, la compréhension de la menace va dépendre du type d'intervention. C'est certain que si on fait juste une analyse sur un serveur ou 2 ou 3 serveurs et qu'il y a eu une attaque, si on n'a pas tout le champ de périmètre, on ne pourra pas faire tout le modus operandi de l'attaquant. Par contre, si on est sur un large périmètre et si les éléments qui sont en notre possession le permettent, bien évidemment, nous effectuons le mode opératoire, la timeline de l'attaque. Alors, élément qu'on remonte aussi sur nos différentes interventions, c'est souvent on a des problèmes avec les journaux d'activité qui font défaut. Ils font défaut de quelle manière? Soit il y en a pas du tout, c'est déjà arrivé. Alors quand je parle de journaux, hein, je prends en compte la partie réseau et système, hein. Soit il y avait pas du tout, soit les journaux qui étaient présents étaient, soit mal paramétrés, Heu, ou soit c'était volontaire, hein, c'était une volonté de l'attaquant. Comme je vous l'ai indiqué au préalable, auparavant, il a détruit, en fait, les journaux d'activité pour pas que les équipes d'incident puissent faire leur travail correctement. Concernant pareil le contenu de ces journaux, souvent ils sont peu détaillés, peu verbeux, ce qui nous rend compliqué, en fait, les analyses. Donc notamment, l'ANSSI, hein, met à disposition, des guides pour se dire comment paramétrer les journaux d'activité et quel élément minimum, le minimum vital qui doit être présent pour pouvoir, travailler, avec ces journaux. Et l'autre difficulté, c'est le délai de rétention de ces journaux d'activité. Comme je vous l'ai indiqué au préalable, un attaquant, il peut être là depuis des semaines, voire des mois avant de lancer pour les ransomware, avant de lancer son chiffrement. Et du coup, lorsqu'on intervient et que nous avons que 2 semaines de rétention de journaux d'activité, c'est compliqué de dire, comment il est rentré l'attaquant. On pourra dire que durant cet intervalle de temps, on est en mesure de vous dire les activités qui a été fait, si on a tous les journaux et avec le contenu. Mais sinon, si l'attaquant est là depuis bien plus longtemps et qu'on n'a pas à disposition les journaux, ça rendra compliqué le déroulé pour expliquer réellement ce qu'a fait l'attaquant. Alors, élément aussi on a déjà rencontré, c'est le délai d'intervention d'un prestataire de la victime. Je vais prendre un exemple, on intervient, on veut mettre en place une bulle de confiance et pour ce faire, c'est qu'en fait la partie réseau et c'est un prestataire qui s'en occupe, hein, ça a été, c'est un prestataire qui va s'occuper de cette partie-là et en fait la victime a demandé une intervention rapide du prestataire pour pouvoir, mettre en œuvre notamment les paramétrages qu'on va demander. Et en fait, cette prestation qui est externalisée, si c'est arrivé quelques fois, dans le contrat, si c'est pas précisé, noir sur blanc qu'il y a tant de délais d'intervention dans un cadre majeur de crise, parfois le prestataire peut dire: «Non, non, j'interviendrai que dans, 2 jours». Et si on veut mettre une bulle de confiance, ça doit se faire assez rapidement, vous comprenez du coup la problématique. Donc ce sont des éléments, notamment lorsque vous passez des contrats avec vos prestataires. C'est des éléments à bien faire attention dans la clause contractuelle, d'avoir des lignes qui indiquent que voilà, lors d'un incident, le délai d'intervention, du prestataire.
Et dernier point qu'on remonte aussi, c'est voilà, des fois on a des alors c'est pas le cas pour une grosse attaque directe frontale d'un groupe de ransomware, mais pour d'autres affaires, des fois les victimes vont tarder en fait, pour X ou Y raison, vont tarder à déclarer l'incident et ils vont nous solliciter, mais l'incident a peut-être eu lieu 1 mois, 2 mois avant et comme, en fait, je reviens sur ce que je vous disais au préalable, hein, si ça dure depuis si longtemps, il y a de fortes chances que les journaux ne soient plus disponibles ou du moins les différentes activités, soient effacées. Alors, quelques recommandations que nous faisons au sein du CERT Advance, parce que là, je viens de vous dresser un tableau un peu sombre, mais restons positifs et essayons de mettre en place toutes les contre-mesures, qui pourraient freiner au maximum des groupes d'attaquants. La première chose et c'est essentiel, c'est ce que je vous disais, hein, dans ce cycle de la défense en profondeur, hein, c'est la gestion de vulnérabilité. Limiter au maximum sa surface d'attaque, c'est maintenir à jour impérativement son infrastructure et essentiellement tout ce qui est exposé, en frontal, bien évidemment, sur internet. Alors, je sais très bien que, et je comprends, hein, je pense à mes amis RSSI qui me disent: «Bah, attendez, moi, j'ai une pile logicielle technologique à suivre, j'ai, 50 vulnérabilités, une centaine de vulnérabilités à gérer constamment, comment je fais?» C'est un dilemme, c'est un problème récurrent. Aujourd'hui, il y a à disposition certaines métriques qui ne font pas tout, mais elles peuvent apporter une certaine priorisation, une aide à la priorisation auprès des personnes en charge de cela. Je pense notamment au score de criticité CVSV3, mais il y a aussi, le score EPSS du FIRST, qui est un score de probabilité d'exploitation d'une vulnérabilité. Le CISA a mis aussi en place une matrice, décisionnelle qui s'appelle le SVVC. Donc voilà, aujourd'hui, il y a quelques outils qui peuvent apporter on va dire un appui au RSSI ou du moins au DSI pour pouvoir essayer de prioriser au maximum, le déploiement des correctifs. Autre élément, bien sûr, c'est cloisonner pardon, au maximum, c'est bien essentiel. Comment on cloisonne? Au niveau de l'Active Directory, notamment je pense à Active Directory, mais c'est la mise en place du tiering model de Windows. Qu'est-ce que c'est le tiering model? C'est en fait on va découper, on va cloisonner, en 3 couches, nos biens essentiels. La couche 0, c'est ici où se trouvera tous les serveurs comme l'Active Directory, tout ce qui est identification, serveur d'identité. En couche numéro donc là on était couche 0 pardon, couche 1, on trouvera tout ce qui est les autres serveurs type SSCM, WSUS, voilà, ces types de serveurs-là. Et en troisième couche, en dernière couche, on trouvera tout le reste du parc informatique. Et chaque couche ne doit pas, il y a des comptes d'administration dédiés et qui ne peuvent pas communiquer entre elles. Et c'est extrêmement important. Autre élément, bien évidemment, c'est faire des audits réguliers sur les comptes utilisateurs et services, hein, de votre Active Directory, et surtout les audits réguliers sur les comptes à privilèges pour vérifier que, s'il y a déjà des gens qui sont partis de l'entreprise ou de l'entité, qu'ils ont bien été supprimés déjà de l'Active Directory. S'il y a des personnes qui ont subi des mutations internes et qui ont changé au niveau, droits et privilèges, bien veiller que ça a été appliqué et surtout vérifier qu'il n'y ait pas de création de nouveaux comptes, un peu bizarres ou, qui ne sont pas légitimes, qui pourraient être déjà aussi des signes de compromission. Pareil, segmenter vos services, ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire, mais surtout au niveau des accès, des serveurs de sauvegarde, comme je vous l'ai cité au préalable, hein, les serveurs de sauvegarde sont visés par les groupes d'attaquants pour rendre, compliqué la reprise d'activité. Donc, voilà, au niveau PCA, PRA, c'est que ça dépend de continuité des plans de reprise d'activité, c'est extrêmement important d'avoir cette logique de j'ai des serveurs de sauvegarde, peut-être de pouvoir avoir des copies de sauvegarde, décorrélées. Je sais que ça a des coûts, je sais que ça impose beaucoup de problématiques, mais c'est un élément qu'on prend vraiment à prendre en compte, dans son dispositif de défense en profondeur. Il va de soi qu'il faut bien évidemment une politique de détection avec des déploiements de solutions de sécurité sur le SI. On a fait un petit focus sur l'EDR, mais voilà, ça reste un élément quand même essentiel, mais aussi, au niveau des SIEM pour les détections, pour avoir les remontons des journaux d'activité. Et surtout, je reviens sur ce point sur lequel j'ai insisté sur l'EDR, sur, ce plan ces listes d'exclusion, le plan de surveillance qui est élaboré lorsqu'on déploie des EDR notamment, hein. Ça doit être vraiment le travail de tous, ça doit être une discussion collégiale de tous les acteurs
que ce soit métier, RSSI, DSI ou les spécialistes de sécurité des SOC, hein, qui doivent travailler, main dans la main, parce que chacun a ses problématiques, chacun a ses besoins, chacun a ses objectifs aussi et du coup, il faut travailler dans la main, dans la bonne intelligence pour pouvoir établir un plan de surveillance qui soit, adéquat et surtout qui soit mis à jour régulièrement et ça, c'est extrêmement important. Un autre point que les RSSI connaissent bien, ce qui est la sensibilisation, mais ça reste essentiel pour moi dans dans la partie de la communication. Communiquer, c'est extrêmement important avec l'ensemble, des personnels, pour vraiment leur faire comprendre que le premier maillon de la défense, c'est surtout eux aussi sur la remontée d'éléments qui peuvent leur paraître bizarres et surtout sur ces, volets de campagne de phishing. C'est pas un travail en vain, il faut continuer dans ce sens-là. Il y a un dernier point que je n'ai pas mis aussi, sur la diapositive, mais, c'est, l'entraînement. Vous allez voir, Guillaume en parlera juste après, le CERT Advance en collaboration avec le CERT de Société Générale met à disposition des petites fiches, réflexes dans les différents cas d'attaque. Il faut savoir se préparer parce que le jour où vous êtes victime d'une attaque, le stress est là, et du coup on peut perdre ses moyens, c'est ce qui est tout à fait normal, on est tous humains quand on n'est pas dans le domaine. Donc du coup, une préparation est essentielle, en complément d'une sensibilisation. Et du coup, j'en ai terminé pour, ce petit panorama. Je vais passer la main à mon collègue. Je ne sais pas si Pascal est est disponible? Merci Fabien Cosset pour cet exposé qui est très technique, hein. Alors, moi, je suis directeur d'hôpital, donc je ne suis pas un technicien de l'informatique, je suis un gestionnaire. Et l'objet de mon intervention pour répondre à l'invitation d'Advance, que je remercie, c'est de vous parler de la cybermenace à l'hôpital. Mais on pourrait dire hôpital et clinique, bien évidemment, hein, c'est pas lié au secteur public. Donc, je crois que pour faire avancer mon diapo, c'est ça, voilà. OK. Donc, actuellement, je suis directeur d'un établissement public de santé mentale qui s'occupe donc de psychiatrie et de santé mentale en Vendée. J'ai été directeur notamment des hôpitaux de Bastia, Aubonne-Montmorency, Senlis. J'ai aussi été directeur par intérim du centre hospitalier sud-francilien qui a fait parler de lui récemment en matière de cyberattaque. J'ai été également directeur général d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif dans le Nord-Pas-de-Calais, l'association hospitalière Nord-Artois Clinique. J'ai été également ancien directeur général adjoint de l'ARS Nord-Pas-de-Calais au début de la mise en place des agences régionales de santé, ancien directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Picardie. À cette époque-là, j'ai travaillé avec les hospitaliers sur l'amélioration de la sécurité dans les systèmes d'information hospitaliers et j'ai été aussi ancien membre de la commission de l'informatique hospitalière et de santé. Donc ça, c'était une instance qui promouvait notamment l'interopérabilité des systèmes informatiques dans le système d'information hospitalier. Et je suis expert visiteur de la Haute Autorité de Santé. Donc, dans ce cadre-là, je suis, lors des visites de certification, attentif à la façon dont les établissements de santé, publics ou privés, sont organisés en matière de sécurité du SI. Le maître mot à retenir, c'est que l'hôpital n'est pas à l'abri des cyberattaques et des cyberattaquants, et donc des cybercriminels. Voilà. Nous ne sommes pas un havre à l'abri de ces phénomènes et au contraire, on voit croître les attaques autour des établissements et donc tous les établissements peuvent être concernés, de quelque taille qu'ils soient. On a les exemples du CHU de Rouen, du centre hospitalier d'Ax aussi, de Mâcon, du sud francilien plus récemment, encore plus récemment de Versailles, de La Réunion, de Brest, là, tout récemment.
Et on voit aussi que dans ces différentes attaques, où parfois ont été demandées des rançons, parfois non, dans tous les cas, l'attaque coûte. Elle coûte à l'établissement parce qu'elle va rendre indisponible son système d'information pendant un certain temps, souvent des semaines, voire des mois. Et pendant cette période d'indisponibilité du système informatique, où éventuellement l'attaque s'est accompagnée de pertes de données, il y a également des pertes financières qui sont liées à l'activité qui va être ralentie, voire qui va être arrêtée dans certains secteurs d'activité. Et puis par ailleurs vont se rajouter les coûts de remise en état du système d'information pour faire la reprise d'activité. Donc au bout du bout, ça se traduit par souvent plusieurs millions d'euros de dépenses auxquels se rajoutent plusieurs millions d'euros de non-recettes. Voilà, donc un enjeu financier. Et quand on parle d'enjeu financier, pour un directeur d'hôpital, tout de suite, évidemment, ça l'alerte. Mais ce qui doit nous alerter en premier, c'est l'indisponibilité de l'outil pour les utilisateurs, parce que de plus en plus, les systèmes d'information à pénétrer nos organisations hospitalières concernent énormément de métiers, avec bien évidemment la prééminence des métiers du soin dans la prise en charge des patients, et puis également le sujet de la sensibilité de la donnée. La donnée qui intéresse les cybercriminels, c'est la donnée patient, c'est le dossier patient. C'est de pénétrer le système d'information de l'hôpital par une voie pour aller dans le serveur des données patients. Parce que derrière, ces données patients, elles se monnaient sur le darknet. 350 $ le dossier patient. Donc, ce n'est pas tant la rançon qu'ils vous demandent qui les intéresse que ce qu'ils vont faire de la donnée et de ce qu'ils vont pouvoir en faire sur le darknet. Ça va leur rapporter plus sur le darknet que la rançon, d'autant que le maître mot pour les hôpitaux, en tout cas, c'est de dire on ne paye pas la rançon. Alors, à Mazurel, hôpital vendéen, à La Roche-sur-Yon, on pouvait se penser éloigné du risque informatique. Et puis, ça nous est arrivé en octobre 2020, alors qu'on avait demandé d'ailleurs un audit sur la sécurité de notre système d'information en juillet 2020. Donc, on était préoccupé de cette question. Mais voilà, le virus est arrivé en octobre 2020. C'était le virus à l'époque Emotet, donc du nom d'une déesse égyptienne. On ne nous a pas demandé de rançon, mais malgré tout, ça nous a bloqué pendant un petit peu plus de 15 jours. Et donc, il a fallu du temps pour expertiser ce qu'avait pu faire le virus, jusqu'où il avait pu pénétrer, ce qu'éventuellement il fallait reconstituer avant de remettre en route les serveurs. Comment c'était arrivé? Ce sont des mails qui sont arrivés sur des adresses des services techniques au nom d'un architecte avec lequel on était en relation de travail sur un projet immobilier de construction. Et donc, l'architecte a envoyé plusieurs messages. Ce n'était pas l'architecte, en fait. C'était effectivement les cybercriminels qui avaient utilisé cette adresse. Et donc, quand les destinataires de ces messages ont reçu le mail, qu'ils l'ont ouvert, ça invitait à prendre connaissance de pièces jointes, que certains ont ouvert, que d'autres n'ont pas ouvert. Et puis, ils sont aperçus quand même du caractère un peu insolite, à la fois du message et puis des pièces jointes. Ils ont alerté aussitôt le service informatique qui a demandé à ce qu'on arrête les micro-ordinateurs sur lesquels étaient arrivés ces messages, qui ont déconnecté ces PC du système, et puis après, qui ont commencé leurs investigations en avertissant le CERT Santé, le GCSI Santé, enfin un certain nombre d'autorités, l'Agence régionale de santé, bien évidemment.
Et donc, tout ça s'est fait aussi en lien avec l'équipe territoriale de sécurité du système d'information, parce qu'il se trouve qu'en Vendée, au sein du groupement hospitalier de territoire, nous avons décidé avec mon collègue, donc directeur du centre hospitalier départemental de Vendée, de mettre en place une cellule de sécurité du système d'information territorial mutualisée, composée à ce jour d'un tout petit nombre de techniciens. Moi-même, j'avais dans mon établissement un ingénieur informaticien qui était à mi-temps sur la fonction RSSI et que j'ai mis à disposition à plein temps au sein de cette cellule mutualisée sécurité du système d'information. Et donc aujourd'hui, la cellule intervient pour l'ensemble des hôpitaux de Vendée qui sont membres du groupement hospitalier de territoire, c'est-à-dire à la fois les hôpitaux de La Roche-sur-Yon, des Sables-d'Olonne, de Challans, de Fontenay-le-Comte, de Luçon, de Montaigu. Cette équipe a été en appui avec nous dans la gestion de la crise Emotet, on va l'appeler comme ça, ainsi que nos différents partenaires. On a recouru aussi à la prestation, c'était en l'occurrence Advance, qui est venue nous aider également à analyser la situation. Donc, il y a eu toute une phase où on a détecté, on a diagnostiqué, on a isolé très vite les PC virusés. On a dû procéder à un arrêt temporaire des serveurs, le serveur messagerie, bien sûr, mais aussi les serveurs métiers, notamment le serveur dossier des patients, pour s'assurer de l'innocuité de ces serveurs. Il y a eu toute une série de tests, d'analyses du système d'information sous ces différents angles. Et puis, dès lors qu'on s'est assuré effectivement que les dégâts avaient été limités, parce que la réactivité des équipes a fait que les dégâts ont été limités, on a repris progressivement l'activité. Donc, ça n'a pas été une grosse attaque, on va dire, ça a été quelques tirs finalement de sniper. On a fait un retour sur expérience, bien évidemment, pour analyser les choses, et ce retour sur expérience nous a amené évidemment à renforcer derrière notre politique de sécurité du SI, avec différents outils, POC, EDR, des procédures de changement plus réguliers de mots de passe, avec des mots de passe beaucoup plus robustes que ceux que nous utilisions jusqu'alors, avec la mise en place aussi sur les accès distants de systèmes d'authentification forte, un peu comme ce qu'on a à titre personnel quand on se connecte à son compte bancaire via Internet. Voilà. En fait, ça montre tout ça que la sécurité du système d'information dans les hôpitaux, et en tout cas dans le mien, elle avait du retard. Et on n'irait pas consulter un compte bancaire sur Internet sans qu'il y ait des systèmes d'authentification fortes. C'est la même chose pour l'hôpital, pour les accès distants, pour nos utilisateurs, quand ils sont sur des sites éloignés ou à leur domicile et qu'ils ont besoin éventuellement de rentrer dans le SI, soit pour consulter un dossier, soit pour faire d'autres choses. On a évidemment aussi renforcé le système des sauvegardes, de bascule de salle, de sécurisation de la flotte des iPhones. Enfin, je vous passe les différents éléments d'action que nous avons pu entreprendre. Ce qui est important de retenir, c'est que la sécurité du système d'information, c'est un sujet pour l'hôpital aujourd'hui. Et c'est un sujet en premier pour les managers. Ça ne doit pas être seulement un sujet technique. Vous êtes pour la plupart, là j'ai regardé la liste des participants, vous êtes pour la plupart des techniciens. J'ai vu aussi qu'il y avait des hospitaliers dans la liste. Je ne sais pas si ces hospitaliers sont sur des fonctions techniques, SI ou RSSI, ou sont sur des fonctions de manager. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle entre directeurs, on commence à avoir une sensibilité. Ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle. Et puis, cette sensibilité, elle est d'autant plus acutisée qu'on voit nos collègues victimes d'attaques. Le Sud francilien en a été un exemple majeur. Voilà. Et donc, aujourd'hui, la sécurité, c'est une responsabilité collective de la gouvernance. Et quand je parle de la gouvernance, j'intègre aussi
les médecins, la commission médicale d'établissement, le président de la commission médicale d'établissement. Ça n'est pas qu'une question technique, ça n'est pas qu'une question de gestionnaire de risque ou de gestionnaire qualité, gestion des risques, c'est une question qui concerne la gouvernance. Ce qui veut dire que la gouvernance, elle doit adopter une stratégie, une politique de sécurité de son système d'information. Alors, bien sûr, on a des acteurs qui sont les acteurs techniques de la sécurité. Il y a le responsable sécurité système d'information ou l'équipe RSSI. Nous, à Mazurel, par exemple, hôpital donc, psychiatrique de Vendée, on a un double niveau. On a le référent local RSSI et on a la cellule territoriale mutualisée au niveau de l'ensemble des établissements hospitaliers publics de Vendée. On a le DPO aussi qui a son rôle propre, qui n'est pas le RSSI. Le RSSI et le DPO, normalement, la bonne pratique, c'est qu'ils ne soient pas rattachés au service informatique, qu'ils ne soient pas sous la responsabilité hiérarchique du responsable de l'informatique. Parce que quelque part, ils doivent être en conseil, voire éventuellement en auditeur du service informatique. Et donc, par conséquent, il ne faut pas qu'ils soient jugés partis. Au niveau du référent local RSSI, on n'a pas pu faire comme ça parce qu'on n'avait pas la ressource. Donc, c'est un des ingénieurs de l'équipe informatique qui a cette fonction de RSSI local, mais qui travaille en lien avec la cellule territoriale qui, elle, ne dépend pas du service informatique de l'hôpital de La Roche, mais qui est bien une structure autonome. Par ailleurs, bien sûr, le service informatique doit être attentif aux questions de sécurité du système d'information, donc dans ses procédures, dans ses pratiques, dans son organisation, dans sa formation aussi. On peut avoir comme intervenant également le service qualité, gestion des risques qui va aider à certaines procédures. Ça peut être les procédures de reprise d'activité, ça peut être les procédures en mode dégradé, parce que quand il y a une panne du système informatique, il faut revenir à la gomme et au crayon, donc à ce qu'on a connu pour un certain nombre d'entre nous, au dossier papier. Donc il faut rééditer un certain nombre de fiches. On peut avoir, le cas échéant, dans les services des PC de sauvegarde qui vont être déconnectés du serveur et qui, donc, à un instant T, vont permettre d'éditer un certain nombre de documents, par exemple les prescriptions, les dernières prescriptions ou les éléments du séjour du patient sur ces dernières 24 heures. Mais après, en cas d'indisponibilité du SI, effectivement, tous les éléments vont devoir être saisis à la main. Et ils vont devoir être réintégrés dans le dossier patient informatisé à la reprise de l'activité. Donc, tout ça est très important. Ça suppose aussi qu'en termes de politique, donc la politique soit formalisée, qu'elle soit connue, qu'elle ait été partagée avec les instances, que cette politique prévoit des mesures de prévention, de surveillance, qu'autour de cette politique, il y a une communication institutionnelle, qu'on informe et qu'on forme les utilisateurs, qu'on fasse des exercices. Alors ça, on a commencé à le faire. On a eu notre premier exercice, cybercrise, c'était en décembre. Voilà, sur une demi-journée, on s'est réunis, on a simulé une attaque et on a joué la cellule de crise. Alors, la cellule de crise, c'est vrai que depuis la Covid, on pratique. Donc, depuis mars-avril 2020, on a pratiquement fonctionné en cellule de crise pendant plus de 2 ans. Donc, la façon dont on gère la crise, on sait faire. Mais on est plutôt sur des registres de crise, situation sanitaire exceptionnelle ou situation matérielle, un incendie par exemple
dans un établissement. J'ai plusieurs exemples en tête comme ça de collègues qui malheureusement ont subi ce genre d'événement. La cyberattaque, en cas de cyberattaque, il faut aussi prévoir le dispositif de cellule de crise. Et sans doute, à mon avis, c'est ce que nous avons fait à Mazurel, calibrer la composition, le dimensionnement de la cellule de crise pour traiter de la cyberattaque. Et prévoir aussi que la cyberattaque, elle peut parvenir la nuit, elle parvient souvent le week-end. Là où justement, il n'y a plus toute l'équipe référente qui peut être mobilisée rapidement. Donc, on doit prévoir aussi des fonctionnements de mode dégradé des cellules de crise. À qui on fait appel, qui pilote la cellule de crise quand le directeur, chef de l'établissement n'est pas là? Eh bien, ça va être l'administrateur de garde, avec le médecin de garde, avec l'informaticien d'astreinte qui va commencer à amorcer les choses, avec le cadre de soignant de permanence. Enfin voilà, parce qu'il va falloir faire aussi beaucoup d'informations. Et puis l'administrateur de garde, dans la procédure, il va prévenir son directeur, voilà, qui va se mobiliser, qui va mobiliser un certain nombre de collègues. Donc derrière, on va venir en groupe plus nombreux pour appuyer la petite équipe. Mais la petite équipe, au départ, elle va commencer à gérer la crise. Et on sait l'importance des premiers moments dans la gestion d'une crise. Avoir les bons réflexes pour éviter justement que le feu ne prenne à la maison. Voilà. Donc on peut être sur cette idée du feu, là, il y a un départ de feu, il y a eu le signalement du départ de feu, il y a la première intervention des personnels du service. Quand il y a un départ de feu dans un service de soins, c'est déjà les personnels du service qui viennent voir. Ils se mettent aussitôt en rapport avec l'équipe sécurité incendie, qui est là 24/24, pour savoir ce qu'il faut faire. Du genre, fermer certaines portes, pas ouvrir des fenêtres, enfin bon, différents éléments de précaution que va donner l'équipe incendie. L'équipe incendie, ensuite, elle va arriver. On va appeler les pompiers qui vont venir faire un diagnostic plus complet pour voir si, en fait, on peut lever le doute. Voilà. Il y a donc toute cette procédure. Et je vous donne cette image pour vous faire comprendre aussi la logique dans laquelle on doit pouvoir gérer la crise cyberattaque. Donc, des guides, des procédures, des chartes de bon usage du système d'information, bon usage du télétravail, bon usage d'Internet, bon usage de la messagerie, puisque dans l'exemple que je vous décris, c'est par la messagerie que on a eu l'attaque. 4 grands axes pour la prise en charge: se préparer pour prévenir les attaques ou pour en limiter les impacts, protéger, détecter, réagir rapidement, assurer la continuité des activités. Donc, la préparation, la prévention, ça passe par des actions de sensibilisation, de formation des personnels, de tests, d'exercices, de cartographie des risques pour voir où sont nos zones de vulnérabilité, de faire des tests de vulnérabilité. On peut faire un test sur le site internet, sur la messagerie, sur l'accès à distance. Avoir aussi un plan de continuité des activités. Comment on travaille en mode dégradé et pas se dire « Oh là là, zut, on vient de faire l'objet d'une attaque, comment on s'y prend, où sont les fiches dont on a besoin pour éditer les documents dont on a besoin pour assurer la continuité de la prise en charge du patient ?» Parce qu'on est dans du travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. On a une obligation par rapport à notre mission de service public d'avoir des éléments de continuité d'activité. Et que ces éléments de continuité d'activité nous permettent de travailler en sécurité et en qualité. Très important. La protection des biens ciblés, c'est à la fois la sécurité physique, la sécurité numérique.
la détection, notre capacité à agir en temps réel et de réagir en temps réel, c'est notre pratique à gérer les crises. Et là, c'est vrai que les exercices aussi réguliers, ça permet de se mettre en situation. Aujourd'hui, par exemple, en matière de sécurité incendie, le directeur d'hôpital a obligation de former ses personnels, de faire des exercices de sécurité incendie, de faire de manière régulière des exercices d'évacuation. Il faut qu'on se donne la même obligation par rapport au risque cyber. Obligation de formation, obligation d'exercice, et dans ces exercices, de pratique en mode dégradé, qu'on aille jusque-là, pour pouvoir assurer la continuité des activités dans les meilleures conditions, et puis aussi, dans les exercices, à aller jusqu'à voir comment on gère une reprise d'activité. Quels sont les éléments de preuve à réunir pour revenir à la normale sans risque à nouveau. Donc, je ne vais pas revenir sur les éléments de protection parce que Fabien Cosset a été beaucoup plus expert que je ne peux l'être. J'insiste aussi sur les mots de passe, sur l'activation de l'authentification à multiples facteurs, sur la révision des politiques de mise à jour au sein des organisations, mise à jour régulière des versions logicielles, faire en sorte aussi qu'on n'ait pas 36 versions de Windows, parce que ça, malheureusement, c'est ce qui existe aujourd'hui. Donc, on sait qu'on a aussi des efforts de mise à niveau de nos équipements informatiques, de nos logiciels, et que ça demande aussi de la ressource au niveau de nos équipes informatiques, ou alors au niveau de prestations qu'il faut pouvoir mobiliser. Tout ça, ça nécessite de l'argent aussi. Aujourd'hui, en moyenne, les hôpitaux sont autour de budget ici, autour de 2% de leur budget d'exploitation. Par rapport à d'autres secteurs, je pense notamment au secteur bancaire qui, comme nous, manie des données extrêmement sensibles, des données personnelles, des données financières. Nous, ce sont des données personnelles, ce sont des données de santé, elles sont éminemment sensibles. Il y a quelques données financières aussi dans nos systèmes de GRH, dans nos systèmes de gestion financière, de gestion des achats. Mais en tout cas, on ne consacre certainement pas encore suffisamment d'argent au système d'information. Et dans ces budgets SI, la part du budget consacré à la sécurité SI est encore limitée. On estime qu'il faudrait qu'elle soit au moins de l'ordre de 10%. Donc, ça permet de regarder, là, déjà, 2%, il y a certains hôpitaux qui montent jusqu'à 5% de leur budget d'exploitation en dépenses SI. Voilà, c'est où on en est aujourd'hui, des dépenses SI dans notre budget d'exploitation, où on en est aujourd'hui de nos dépenses SSI dans notre budget SI. C'est important de regarder ça. En cas d'attaque, je l'ai dit, on retourne au papier crayon. En fait, tout tient aussi à la résilience de l'organisation. Et la résilience de l'organisation, c'est aussi le travail que vont faire au concret les femmes et les hommes sur le terrain pour continuer à assurer l'accueil, les soins en qualité, en sécurité. En l'absence, en cas d'indisponibilité du SI. Il va falloir aussi beaucoup communiquer en interne pendant la crise cyber. Communiquer en externe aussi, parce que très vite, l'indisponibilité de notre SI, c'est une traînée de poudre. Ça se sait. Ça se sait en dehors de l'établissement. Donc, les usagers vont en parler. Les médias vont nous interroger. Et il va falloir gérer la crise exactement comme on le fait d'une crise majeure survenant d'un établissement. Donc, on ne peut pas se préoccuper uniquement de traiter la crise cyber. On doit en traiter les effets collatéraux également. Déposer plainte, parce que derrière, ça va déclencher une enquête.
enquête, même s'ils ne donnent rien. C'est important qu'il y ait des enquêtes de la gendarmerie. Je crois qu'il y a des représentants des forces de l'ordre dans nos auditeurs, ils pourront peut-être intervenir sur ce thème. Ne pas payer de rançon, ça ne sert à rien, c'est abusivement onéreux, et de toute façon, ceux qui nous ont hameçonnés, ils vont monnayer l'information qu'ils nous ont piquée, permettez-moi du terme, ça va leur rapporter beaucoup plus que la rançon. Et on aura déjà suffisamment de coûts à supporter, de non-recettes à supporter. Voilà. Le soutien de nos partenaires institutionnels, l'ANSSI, le CERT Santé, l'ARS, le GCS e-santé régional, ce sont des partenaires qu'il faut impliquer aussi dans notre démarche d'analyse, puis de reprise d'activité, puis des partenaires externes que l'on peut avoir. Bon, Advance qui nous accueille en est un. Vous pouvez vous référer à quelques guides également sur les attaques par rançon logiciel, tous concernés, comment les anticiper, réagir en cas d'incident, un guide très intéressant de l'ANSSI que je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas lu, à le voir. Merci à vous pour votre attention. Merci Pascal pour cette intervention qui vient vraiment du terrain. On a un peu dépassé notre temps, donc on a déjà répondu aux questions. Moi, je voulais juste vous laisser avec quelques éléments concrets aussi de ce qu'on peut vous partager. Donc déjà, à la fin de la semaine, vous recevrez notre rapport sur l'analyse de la menace. Donc un rapport de plus de 70 pages que vous pourrez prendre le temps aussi de lire. Et puis, on vous fournit aussi de l'information au quotidien auquel vous pouvez vous abonner, toujours sur l'analyse de la menace. Donc, une partie plus ludique, on va dire, ce qu'on appelle la cybergazette via LinkedIn, auquel vous aurez, on va dire, les news hebdo. Ensuite, vous avez le report mensuel du CERT, produit par l'équipe de Fabien, auquel vous pouvez vous abonner sur notre site web. Pareil, là, vous aurez la vision des plus grandes vulnérabilités du mois. Et, élément extrêmement important pour faire la synthèse de ce que nous a partagé Fabien et Pascal, c'est les fiches méthodologiques construites par le CERT Advance et le CERT Société Générale, qui sont disponibles gratuitement en simple téléchargement sur notre GitHub. N'hésitez pas, c'est une vingtaine qui vous permet de vous préparer pour n'importe quelle situation critique auquel vous pourrez faire face. Voilà, merci encore à nos intervenants. Merci à vous de vous être connectés en grand nombre comme aujourd'hui. Et je vous dis à demain pour ceux qui se connectent sur les prochains webinaires. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite un bon appétit.